juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un superbe podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, on va lancer une série avec notre invité parce que on se parle aujourd'hui. On va très certainement lui reparler dans quelques semaines et puis encore quelques semaines après et puis à la fin du défi qui s'est lancé. Mais on va pouvoir parler de tout ça avec Philippe Durand. J'allais dire Salomé, excuse-moi. Salut Philippe. Salut Armano, ça va ? Très bien et toi ? Ouais, super. Pour la petite blague, j'allais t'appeler Salomé parce que sur l'écran de la visio, c'est marqué Salomé Durand et non pas Philippe Durand. Tu vas nous expliquer pourquoi. J'imagine que ça fait partie de la stratégie de préparation de ton défi. Mais avant tout ça, ce que je te propose, c'est de nous dire, dis-nous tout, qui est Philippe Durand ? Alors, je vais avoir 59 ans dans quelques jours, en janvier. Là, j'ai 3 enfants qui sont grands aujourd'hui. Ça, c'est ma petite famille, ma petite femme. Et puis je suis un sportif amateur qui a un grand défi. On va dire, je prépare le Norseman, voilà. C'est ça qui va peut-être faire différents épisodes. Je suis licencié au club de triathlon à Saint-Malo et j'ai commencé le triathlon en 2017 sans savoir nager à 52 ans. Voilà un petit peu pour mon histoire. Et ce que je vais faire. Voilà, attends, tu as commencé le triathlon en 2017, donc il n'y a pas très longtemps, sans savoir nager. Tu faisais déjà du sport avant, un autre sport que le triathlon ? Alors j'ai fait pas mal de sport quand j'étais plus jeune, on va dire. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait du foot jusqu'à 19 ans en club. Ça c'était mon sport, mon premier sport. Après j'ai fait de l'escalade, pas mal. Pas mal de choses dans ma vie se sont déclenchées en regardant des reportages, en écoutant aujourd'hui peut-être plus des podcasts. Donc il y a très longtemps, j'ai regardé un reportage qui s'appelait La vie au bout des doigts, qui était fait par Patrick Edlinger. Alors il faut peut-être avoir mon âge pour savoir qui c'est. Et suite à ça, j'ai eu un choc et je suis parti faire de la varap. Donc pendant 3 ans à fond avec mon frère. Où on s'est challengé, donc c'était faire du solo. Solo, c'est monter des falaises sans s'accrocher. C'était le début de l'escalade. Et puis on a vécu un peu à façon escalade, varap, c'est-à-dire qu'on allait au pied des falaises, on dormait dans la voiture, au camping, puis on montait. Voilà, ça c'était pas mal de choses que j'ai faites. Après, je suis parti 3 ans, j'ai voyagé pendant 3 ans, donc en Asie, en Amérique. Je fais pas mal de montagnes, de trail, de ski. Voilà, je fais beaucoup de choses différentes, variées. J'aimais bien ça. Pas mal d'ascensions en Amérique du Sud. Jusqu'à 28 ans, voilà, j'ai fait plein de choses sportives. Je fais des marathons. Voilà. Et après, à partir de 28 ans, j'ai intégré le monde du travail réellement. Et là, j'ai bossé un peu comme un taré, quoi. J'ai eu mes enfants et pendant 15 ans, j'ai fait une parenthèse globalement de sport. Je faisais un peu de footing par-ci, un peu de running par-là, comme on disait. Et puis, à un moment donné, je me suis dit que, mes enfants étaient grands, donc je me suis remis à faire du sport. Donc, je me suis remis à courir, chose que j'aimais bien. Je fait une période passée au trail. Je fais 4-5 ans du trail là pour me remettre vraiment dans ces sensations. J'aimais bien le trail. Puis quand tu vieillis, t'as mal aux genoux, t'as mal aux articulations, tu peux pas trop courir autant que ce que le demande le trail. Et puis j'avais dans mon coin pour des raisons spécifiques historiques là aussi de films l'envie de faire du triathlon. Donc je me suis dit soit tu t'y mets et puis tu y arrives, soit tu le feras jamais, quoi. Et donc je m'y suis mis. Donc en 2017, j'ai pris un coach pour apprendre à nager, qui est toujours mon coach qui aujourd'hui, quoi. Donc je savais brasser, c'est tout. Je n'aimais pas mettre la tête sous l'eau, j'y arrivais pas. Et surtout quand je faisais des battements de pieds, je reculais. Voilà. Donc pour te dire le niveau. Donc j'avais les pieds tellement... Ouais, moi, j'en suis pas loin non plus, t'inquiète. Alors moi, j'ai vraiment l'angle au doigt au niveau de la cheville. Et là, donc, quand tu bats juste des pieds, mécaniquement, ça te fait reculer. Donc là, je crois que le coach, il a halluciné. Il a vu le chantier. Mais je suis plutôt quelqu'un persévérant, endurant dans ce que je fais. Ça
fait 30 ans que je travaille dans la même boîte. Bon, voilà, lui, ça l'inquiétait, moi pas trop. Je savais qu'après, ça allait se mettre en place. Donc, c'est comme ça que je démarrais on va dire le triathlon. Puis après, j'en ai fait plusieurs. Voilà. Voilà un petit peu mon histoire du sport. Donc, toujours très, très dans le sport. Et puis différentes choses. Le triathlon, là aussi, il y a une histoire de film. Hein. Alors, je suis pas très original. En fait, quand j'étais gamin, quand j'avais 18 ans, il y a un triathlon qui avait été organisé à côté de chez ma grand-mère, à Valras-Plage. Donc c'est à côté de Béziers, qui est fait par un club de triathlon locaux, là, les Chameaux. Et en fait, ça m'avait impressionné parce que j'avais 18 ans et le modèle du triathlon, alors c'était la transposition d'Hawaï, c'était l'américain baraqué comme ça en V avec une moustache qui courait avec son slip, qui faisait sa natation, et j'avais assisté à ça et je m'étais dit peut-être qu'un jour, alors, je pesais 63 kilos pour 1m80 à l'époque, donc je faisais de l'escalade, donc c'était pas tout à fait le même gabarit qu'il fallait être le plus léger possible. Et ça, je m'étais dit, waouh, ça m'impressionne. Et puis les gars, ils étaient sur des vélos complètement customisés, c'était vachement sympa. Et je me suis dit, voilà, un jour, il faudra que tu fasses ça, quoi. Et puis ça m'avait repris en 2013 quand j'ai revu Intérieur Sport. Et je me suis dit ça c'est ce que tu veux faire, ça j'aimerais bien. Et moi je trouve que ces films là souvent sont inspirants et ma vie sportive a souvent été inspirée par ce genre de choses, c'est-à-dire une rencontre visuelle, artistique qui est menée par, et derrière ça m'a donné envie de faire ça. Donc après je me dis est-ce que je peux pas, et après je te raconterai comment j'ai réussi à être pris pour le Norseman et puis à le préparer, quoi. Déjà, revenons sur tes débuts en triathlon. Donc, tu commences en 2017, tu sais pas nager, tu t'attaches les services d'un coach qui hallucine, mais qui finalement va t'aider. Sur quel triathlon tu commences déjà à concourir? Est-ce que tu montes direct sur du courte, moyenne distance ou tu commences avec des petits sprints? Alors, en fait, mon frère, il organise pour la famille triathlon de Nice en 70.3 en septembre 2018. Il dit voilà, qui veut participer? Donc lui il participait. Puis moi j'ai dit ok, je m'y mets. C'était en septembre 2017 ça. Donc je m'y mets et dans un an l'objectif c'est de faire Nice en 70.3. Donc sans savoir nager, j'ai démarré au club et en fait j'ai commencé par un M. Qui était le triathlon de Trégastel, c'est à côté de Perros-Guirec. Donc ça c'était mon premier, c'était en avril, c'était un M. Donc je m'étais inscrit sur internet et il s'avère que c'était le championnat de Bretagne. Donc finalement j'ai démarré là-dessus. Alors si je te raconte un petit peu ce qui s'est passé, donc je suis sorti dernier de l'eau. Donc il y avait un temps limite, hein. Alors comme c'était championnat, il était assez court. Je suis sorti dernier de l'eau. Donc là, l'eau était à 14 degrés, donc j'étais pas dans un bon état, quoi. J'étais pas parti très vite, mais ça a pas accéléré non plus, quoi. Mais j'étais vachement content de sortir. Je m'étais dit c'est bon, c'est terminé, ça y est, je suis sorti de l'eau, je vais y arriver. Donc je suis sorti de l'eau en 48 ou 49 minutes, voilà. Voilà sur 1500 mètres pour te dire la compétence. Ensuite, je suis parti en vélo. Donc ce jour-là, c'est Arnaud Guillou qui a gagné. Le championnat de Bretagne, et donc je l'ai vu en vélo, mais en fait je l'ai vu quand lui rentrait et quand moi je partais, quoi. Voilà, donc on s'est croisés, quoi. Donc ça c'est assez fréquent. Et puis après je suis parti sur la course. Alors c'est magnifique, c'est dans les rochers de Perros-Guirec, quoi. Et puis un peu après le deuxième tour, j'entendais la remise des prix là pendant que je continuais à courir. Donc c'était super, tout le monde avait fini, quoi. Et puis moi je suis arrivé comme si la remise des prix il y avait plus personne, quoi. Donc j'étais vachement content, je finissais pas dernier, j'avais récupéré une dizaine de places au final de mon périple. J'ai été au taquet tout le temps, j'ai le cardio qui était j'ai jamais arrêté, j'ai jamais eu l'impression de prendre un plaisir quelconque, j'étais à fond tout le temps, quoi. Donc voilà, et donc ça c'était mon premier à finir, j'étais super content.
Et mon coach croyait que j'avais abandonné, que j'avais disparu, quoi, parce qu'il était sur place. Non, je lui dis, j'étais là, il participait lui d'ailleurs au championnat de Bretagne. Et voilà comment s'est passée là, ma première expérience de triathlon, quoi. Voilà, donc pas extrêmement performant, même pas performant du tout. Voilà, tout ce qu'on, à mon avis, j'imagine la première fois qu'on fait un triathlon que l'on vit tous. Alors j'étais pas parti dans le paquet parce que vu mon niveau, je savais que j'allais me faire tuer là, sinon pour la natation. Donc j'étais parti derrière, mais je suis resté derrière. À un moment donné, j'étais perdu. Ça fait une espèce de boucle. On sort sur la plage. Je savais même pas qu'on pouvait sortir sur une plage. Donc on m'a dit sortir l'australienne. J'avais pas vraiment compris ce qui se passait, quoi. Donc voilà. Et mon coach, juste pour l'histoire, il m'avait préparé. Donc il m'avait mis dans une séance de natation à la piscine la semaine d'avant. Et lui, il était censé me passer dessus pour me montrer ce qui allait se passer pendant la course, quoi. Mais je lui dis, mais t'inquiète pas, David, moi je vais pas être là, quoi. Au démarrage, ils vont partir en courant et moi je vais essayer de suivre, mais je serai derrière. Donc j'ai pas eu de problème, il y a personne qui m'est passé dessus parce que je suis resté derrière. Voilà ce qui est réellement passé pour cette première course. Donc c'était un M. J'ai mis 3 heures pour le faire. Donc j'étais super content. Et c'est là que j'ai découvert réellement le sens, une partie du triathlon qui est assez particulière. C'est-à-dire c'est vraiment très compète. C'est vraiment très compétition si on le compare au trail par exemple. Et les barrières horaires font que voilà, il faut surtout sur des épreuves comme ça, faut pas traîner, quoi. Même si on s'entraîne, faut pas traîner. Il y a des concours d'âge, il y a des catégories d'âge, tout le monde est à fond. Donc c'est assez particulier. C'est une conception du sport qui est vraiment complète, moi je trouve. Voilà pour ma première histoire. Puis après, donc j'ai pas fait Nice finalement pour des problèmes de boulot. J'ai pas pu faire Nice cette année-là. Donc je me suis rabattu sur triathlon Sud-Vendée. C'est un triathlon, un L aussi. Donc ça c'était donc à la place de Nice, j'ai fait celui-là parce que je voulais absolument faire ça. Donc je suis sorti là aussi dans les derniers au niveau de la natation. Le vélo, je commençais ça s'est un peu mieux passé. Voilà, c'était 2 grandes boucles. C'était plus long, donc là j'ai eu le temps de respirer, de prendre mon rythme. Je me suis dit bon, là c'est un petit peu mieux. Et puis j'ai posé le vélo. Alors dans ces moments-là, t'as une fraternité assez sympa parce que t'as que des gens de ton niveau qui est autour de toi. Donc finalement il y a plus personne qui est dans le podium. Et là t'es en survie et tu dis on va être finisher. Voilà, faut finir. Et c'est ce qui s'est passé voilà. Donc j'ai mis 6 heures pour faire ça. Et là, pour le coup, j'ai trouvé que la distance était un peu plus en rapport avec le plaisir, puisque moins tout le temps à fond cardiaquement, plus sur la gestion. L'objectif, c'était de finir, et ça s'est plutôt bien passé. Je vais m'en servir aujourd'hui aussi de cette expérience parce que c'est quelque chose qui m'a apporté vraiment beaucoup d'adrénaline. En fait, l'adrénaline de la course m'a permis de beaucoup progresser. Donc dans mon lien avec le Norseman, je vais m'en servir parce qu'en fait, comme j'ai jamais fait d'Ironman, j'ai essayé de puiser dans les endroits où c'était plutôt bien. Et ça, l'adrénaline de la course, dire j'étais extrêmement concentré pendant cette course-là. C'était la première. Donc ma plus grande concentration de tous mes triathlons, c'était ce jour-là, parce que c'était le premier sur cette catégorie, comme Trégastel, et en fait, ça m'a amené beaucoup psychologiquement, plus que physiquement, où il m'est arrivé par la suite, une fois sur Dinard, sur un L, d'être complètement à la rue, où là, l'expérience ne compensait pas l'adrénaline que j'ai ressentie ce jour-là. Voilà un petit peu pour la première année. Et puis après, ça s'est enchaîné. J'ai fait les Sables d'Olonne. Donc là, j'ai beaucoup appris sur la stratégie. Quand tu nages en mer, il y a un paramètre qui est important, c'est la marée. Voilà. Donc c'est très très important. Alors moi j'habite Saint-Malo, donc la moitié de l'année, donc je nage en mer. Et je suis très très bon quand je suis en marée montante avec le courant dans le dos. Enfin, du moins, j'ai l'impression d'être très très bon, mais sur les temps, ça se voit aussi, quoi. Donc Sables d'Olonne, j'avais regardé la marée.
Et puis donc j'ai mis 35 minutes. Alors là, mon coach, il m'avait appelé, il m'a dit c'est pas possible là, il y a eu un problème au niveau de. Non, je lui ai dit non, moi je suis parti à tel moment parce qu'on était en marée montante. Donc Sables d'Olonne, t'arrives à la pointe du port là, je sais pas si tu connais, si t'as déjà fait ou t'as déjà vu le départ du Vendée Globe, et ensuite tu remontes dans le chenal. Et là, chenal courant dans le dos, bien fermé le chenal, bah là tu remontes tout seul. C'était un vrai bonheur, quoi. Et ça c'est quelque chose qui stratégiquement se prépare pour les mauvais nageurs, surtout quand c'est un rolling start, c'est-à-dire que tu peux, en gros, sur une épreuve comme ça, tu peux choisir quand tu pars, quoi. D'ailleurs, la première des choses que j'ai regardé pour le Norseman cette année, c'est comment était la marée, et là c'était vraiment quelque chose d'important, la marée montante de nouveau au Sables d'Olonne, donc ça au Norseman, donc ça m'a vraiment rassuré, quoi. Voilà, donc là j'ai fait ça, c'était ambiance modèle Ironman, donc avec la franchise, donc ça c'est vraiment des très belles courses, il y a beaucoup de monde, voilà, tout le temps là on est plus trop dans la notion d'où on est dans le classement, parce qu'avec le Rolling Star c'est un peu perturbant, mais il y a tout le temps du monde, c'est super bien balisé, c'est vraiment de belles courses, ça, voilà, ça s'est bien passé. Et puis après j'ai fait d'autres L comme ça, j'ai fait 2 fois Dinard, une fois qui s'est bien passé, une fois qui s'est mal passé. Et puis j'ai refait des triathlons comme ça tous les ans, 1 ou 2, pour me préparer, avec cet esprit de faire le Norseman, quoi, derrière. Donc avec cette idée de faire le Norseman un jour, mine de rien, tu as commencé le triathlon il n'y a pas si longtemps que ça. Quel a été le cheminement pour toi pour aller jusqu'au moment où tu te dis allez, c'est bon, là je m'inscris, ou du moins je tente l'inscription, et puis après comment tu te mets justement dans la préparation pour être prêt cet été au départ du Norseman? Alors, je vais essayer de chronologique rapide. En fait, la dernière fois que j'ai fait Dinard, Saint-Lunaire, le triathlon, quoi, comme la plupart des triathlons, j'ai toujours mes enfants qui viennent ou ma femme. Et en fait, le dernier que j'ai fait, j'ai démarré la natation. Je suis passé dans un banc de méduses. Donc là, d'entrée, j'avais j'étais cloqué de partout sur le visage. Alors j'ai pas gratté, je suis sorti tranquille. Voilà, c'était le démarrage. Finalement, au bout d'une heure de vélo, ça me grattait plus, donc c'était parti. Donc j'avais pris pas mal de retard. J'ai essayé de m'entraîner un peu plus scientifiquement, donc je m'étais dit bon, il faut tourner à 160 watts. Donc j'ai essayé 160 watts. Alors le parcours est très très vallonné en côte. Et là, en fait, j'étais tout le temps au-dessus en fréquence cardiaque. Donc j'ai posé le vélo, et là, au bout de 300 mètres, je commençais à avoir des crampes. Sachant que le parcours course à pied sur l'ancien modèle, il montait, c'était du trail sur un chemin de rando. Et là, ça a été super long, quoi. Et donc, il y avait ma femme, mes enfants, et j'étais dans les derniers. J'étais obligé de m'arrêter, je marchais, je courais, et je trouvais que c'était pas bien pour eux, parce que quand tu fais 2h40 sur 20 km, c'est long pour toi, c'est sûr, mais toi t'as pas obligé, donc t'es quand même venu. Mais eux, ils sont là, ils t'encouragent et tout, il fait beau. Et puis à un moment donné, t'as la remise des trophées qui se met en place. Donc ils se barrent, ils vont voir les trophées. Et toi, t'es encore sur le parcours. Et toi, tu passes devant, là, tu passes sur la plage en dessous, tu vois ça. T'es toujours en train de courir, tu t'arrêtes, tu t'étires, là, tu rencontres 3 potes qui sont comme toi à l'agonie, et puis tu finis. Et donc là, c'était un peu le lien. Je me suis dit, c'est pas possible de les faire venir sur des courses comme ça, ils sont sympas. Mais donc, je m'étais dit, bon, on va continuer à rester sur une idée du Norseman, parce que finalement ça t'avait bien plu. Donc là, voilà, donc ça, un peu ça, c'était le démarrage. Comment on va faire un truc différent qui peut avancer. Alors ce truc différent, c'est évidemment pour moi intérieur sport. Donc j'avais vu le reportage, et ça m'avait scotché, hein, je pense comme beaucoup, quoi. Donc à partir de 2019, j'ai commencé à m'inscrire aux loteries pour faire le Norseman. Bon, j'ai pas été pris, j'ai refait des loteries pendant le Covid, là où ils faisaient un certain nombre de demandes pour participer, faire du bénévolat là pour Médecins sans frontières, ainsi de suite. Bon, j'ai toujours pas été pris, et ainsi de suite, quoi. Et puis pour l'anecdote, donc je me suis dit, à un moment donné, il va bien falloir quand même que ça marche, parce que 57, 58, 59, là ça va faire la 60e année pour le faire. Bon, après
t'es pas un spécialiste, t'es pas le gars qui fait ça depuis 20 ans, qui en a fait 15 Ironman, donc on va faire ça. Donc j'ai travaillé un petit peu quelques stratégies, quoi. Et donc là, je vais te donner un scoop, mais je pense que ça sera plus un scoop après. C'est comment j'ai eu mon slot pour faire le Norseman. Parce que je sais que dans tes épisodes, plusieurs fois, tu t'es demandé est-ce que tu as un bon tuyau pour faire le Norseman. Hein? T'aimerais bien peut-être le faire aussi un jour. Moi, non, parce que moi, je roule plus, mais je sais qu'on avait eu une invitée aussi, Pauline Stevens, qui nous avait donné son tuyau à elle. On va voir si ça match avec le tien. Donc, pour la petite histoire, moi j'ai ma fille Salomé, c'est celle que tu as vue sur l'écran là, qui fait un master en production audiovisuelle. Et donc l'idée c'était de dans cette continuité des documentaires sportifs et de cette partie-là, je lui dis un jour écoute, on va faire un truc, on va leur proposer de réaliser un documentaire sportif sur l'aventure, quoi. Et donc ma fille a pris ça en main, donc on a monté cette idée-là. On a contacté le responsable du Norseman, quoi. Et puis on a fait plusieurs visios comme ça. Et on lui a expliqué que notre projet c'était de faire le Norseman et d'en faire un documentaire pour la France. Alors pour la petite histoire, suite au mail qu'on lui avait envoyé, il a été faire des recherches pour savoir qui était Philippe Durand. En fait, il s'était trompé. Il avait pris Jean-Philippe Durand, qui est un footballeur qui a mon âge, qui était de Toulouse comme moi à l'origine et qui souvent on a confondu parce que je joue au foot, on n'avait pas du tout le même niveau. Et donc il croyait que c'était une reconversion. Donc ça m'intéressait. Je lui dis non, je suis désolé, il manque le Jean sur le prénom, mais c'est pas moi. Mais c'est assez étonnant et comique parce que c'est plusieurs fois dans ma vie c'est arrivé que quand je parlais de foot, voilà, c'est quelqu'un qui a joué à Toulouse et à Marseille, quoi. Donc au final, il nous a demandé qu'est-ce qu'on comptait faire, comment on comptait le faire, tout ça de façon récurrente. Et puis il m'a dit ok, je te donne un slot pour faire ça, quoi. Donc ça c'était en 2022, en octobre 2022, j'avais pas été pris, donc j'avais lancé ça juste après. Et il me dit, je te donne un slot pour 2023. Là, je lui dis non, là, c'est pas possible. Là, c'était en novembre. Je lui dis c'est pas possible. Donc il me dit ok, bon, je vais réfléchir. Puis il me dit finalement ok, je t'en donne un pour 2024, quoi. Donc voilà, quoi. Et donc c'est comme ça que j'ai depuis moi longtemps par rapport à ceux qui ont été tirés au sort l'invitation que j'ai pour mener cette partie-là, quoi. Donc j'ai pu commencer à tout préparer avant et à développer avec mon coach et les kinés, voilà. Donc ça fait un petit moment qu'on est là-dessus. Donc c'est pas un tuyau, c'est juste une proposition qu'ils ont acceptée. Faut savoir que la communauté des Français sur le Norseman, c'est la plus importante, hein, en volume de participants. Elle peut pas dépasser. Intérieur Sport a bien aidé, hein, tout comme pour l'Intérieur Sport sur le swimrun, ça avait bien aidé aussi à développer la discipline en France. Et c'est d'ailleurs le seul pays au monde où une fédération sportive, en l'occurrence la FF3, la Fédération française de triathlon, est délégataire de ce sport. Donc il y a un intérêt pour le swimrun en France, notamment depuis Intérieur Sport, et il y a un intérêt certain pour la communauté des triathlètes français pour aller au Norseman aussi depuis l'Intérieur Sport. Alors il y a le quota de 10% qui est largement dépassé, c'est où il y a le plus de participants à la loterie en France. Donc ils vont monter un petit peu le quota là par notre podcast où ils font gagner un slot. Voilà, il y a différentes choses comme ça. Il y a une association des Français, un gars qui s'occupe de ça, qui a déjà fait 2 fois le Norseman, qui est un gars super, qui a mis en place une association pour préparer. Là, voilà, on est un groupe là, tous ceux qui y participons. On est un groupe qui est en préparation, où on a différents calls. Et le gars est tellement passionné par ça qu'il a monté une assoce et puis qui tente de la développer et la partie Norseman a beaucoup d'attentes sur tout ce qu'il peut y avoir comme retombées en France. Alors peut-être avec d'autres projets de courses en France dans leur système de qualification, sachant qu'aujourd'hui il y a de moins en moins de gens en Norseman qui participent par la loterie, hein, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui se qualifient. Donc globalement il y a 350 personnes là qui vont y être. Il y a une centaine de Norvégiens qui sont aussi triés. Il y a tous ceux qui ont fait le parcours des extrêmes là,
qui sont qualifiés, qui ont fait Patagonia et tout ça. Et puis il y a le tirage au sort où il y a à peu près une centaine de personnes, quoi. Leur problème, c'est que souvent il y a 350 inscrits et 250 participants. Il y a 100 DNF pour diverses raisons, et dont beaucoup sur entraînement, blessures, gens qui peuvent pas y participer, quoi. Donc il y a vraiment un écrémage qui est comme ça, et ils gardent toute cette spécificité. Donc pour revenir au démarrage de mon explication, donc au-delà du côté extraordinaire de cette course-là, qui a très bien été présentée, c'est le fait qu'elle soit faite en famille et qu'elle soit autant aussi importante, on va dire, pour les accompagnants que pour celui qui la réalise, puisque sans accompagnant on peut pas la réaliser. Et c'était ça le lien, de dire, plutôt que faire venir la famille pour regarder un gars en souffrance pendant plusieurs heures, certes, quand tu le compares à ceux qui ont déjà fini, tu te dis, bah finalement lui il est pas dans la même catégorie. Bah là, au moins, quand t'es acteur, quand tu dois faire des choses, qu'il y a du stress pour tout le monde et que ça dure un partage exceptionnel, voilà aussi pourquoi, et l'une des grandes raisons, je voulais faire ça avec mes enfants, ma femme, mon coach, voilà. Ouais, donc au lieu de les faire venir pour voir un mec en souffrance, tu les fais venir pour participer à la souffrance du mec, et en espérant que t'ailles chercher le t-shirt noir quand même. Alors très sincèrement, ça dépend de beaucoup de paramètres, évidemment de moi en premier, mais pas que, puisque c'est les premiers qui finissent. Sur les temps du t-shirt noir, ça me paraît absolument pas probable, sauf si la concurrence est inférieure à mon niveau, ce qui est probable par le tirage au sort. Mais comme il y a de moins en moins de tirage au sort, c'est de plus en plus difficile de l'avoir sur ce critère-là. Donc très sincèrement, moi j'ai pas comme ambition d'avoir le t-shirt noir. Mon ambition, c'est de terminer. Voilà, je monterai peut-être le lendemain en haut du Gstaad Open, mais là voilà, je pas de mettre de pression supplémentaire de classement, parce que ma stratégie c'est vraiment de finir cette course-là. Je ne sais pas si j'arriverai à la finir, hein. J'ai aucune certitude, j'ai jamais fait d'Ironman, mais on verra si on peut le faire. C'est un bon début comme premier Ironman de se fixer justement le Norseman. Les conditions sont extrêmes, la course en elle-même est extrême, l'expérience va être extrême dans le sens où tu l'as dit, tu dois être accompagné, et t'as choisi d'être accompagné par ta famille. Donc franchement, j'aurais presque envie de t'accompagner juste pour voir ça. Bon, ça fait un peu loin, mais on y réfléchira d'ici le mois d'août. Bah écoute, ça sera avec plaisir, parce que ce que j'ai déjà organisé, j'ai une location d'un chalet sur place, donc il y a la famille, il y a mon coach, il y aura la partie des gens qui filmeront, donc une ou deux personnes, c'est pas encore défini. Et puis il reste une place après, donc parce qu'il y a 10 couchages dans le chalet, donc voilà. Bon, après, comme je voulais être assez discret, j'ai profité de choisir la date, c'est pendant les JO à Paris, donc je pense que la plupart des gens seront concentrés sur Paris, donc ça évitera d'avoir trop de monde qui s'intéresse à savoir s'il va finir ou pas. Voilà. Bah, alors après, c'est vrai que c'est une bonne question, et que j'ai pas mal rebondi là-dessus sur pourquoi ne pas avoir fait d'Ironman avant, ou d'essayer de le faire. Voilà, j'en ai parlé avec mon coach, et bon, je pense que dans mon système, te lancer sur le premier, je parlais tout à l'heure d'adrénaline, sur le premier M, je pense que ça c'est le côté positif. T'as pas fait, t'es ultra concentré, t'avances en réserve, donc voilà, tu t'es pas sur l'expérience forcément, mais t'es sous tout un autre système de ressort, quoi. J'ai pas mal de gars au club aussi avec qui j'ai discuté, il y a beaucoup de gens qui en ont fait un et puis qui veulent plus en faire. Voilà, ça a été tellement dur, et donc moi je sais que si c'est vraiment dur le test, à un moment donné, ton cerveau, il se limite. Il sait que tu vas vers quelque chose qui va faire très mal, je pense. En tout cas, le mien, il fonctionne comme ça. Et à un moment donné, il va dire, attends, tu commences à avoir mal, tu vas pas y arriver, et voilà. Alors que là, tu démarres, je pars sur un plan de fonctionnement de ma course, sortir de l'eau, faire le vélo, courir, et puis peut-être marcher beaucoup, pas beaucoup, tout le temps, je sais pas encore. Ça dépendra. Mais par contre, j'ai pas le truc, ça va être super dur, c'est infaisable, voilà, d'où cette non-pression pour le t-shirt noir et cette vision de pas en avoir fait avant, quoi. Voilà. Après, hein, quand on fait du sport comme moi à 60 ans presque,
L'angoisse, la seule que j'ai, moi, c'est d'avoir des problèmes physiques, hein. C'est d'avoir une tendinite, d'avoir un genou qui se met en vrac, voilà. Donc, si on veut gérer bien ça, ce que je fais depuis un moment, il faut toujours être un peu en dedans. Voilà, ça sert à rien de faire des séances. Je dis à mon coach, c'est pas la peine que je vais pas faire progresser ma VMA, même si elle progresse encore aujourd'hui, ce qui est assez étonnant, mais voilà, je vais pas me mettre dans le rouge parce qu'à un moment donné, la conséquence de ça, c'est une séance plaisir parce que tu atteins des nouveaux objectifs de temps, de fréquence cardiaque, de ce que tu veux. J'ai fait ça en novembre. Voilà, j'ai à peu près augmenté tout ma VMA, ma fréquence cardiaque. J'ai regagné les pulsations. Et puis après derrière, bah tu risques ta tendinite irrémédiable. Tu risques voilà. Donc j'essaie d'éviter ça. Donc je sais pas si c'est la bonne stratégie. Moi je suis un amateur, j'ai pas de référence, hein, je suis pas un scientifique sur la question, c'est pour ça que j'ai un coach. Voilà. J'essaye de lire, de regarder, de comprendre, de m'informer, mais après j'essaye d'écouter aussi comment ça se passe voilà, dans mon histoire, bah c'est sûr que si tu tires sur la couenne à 59 ans, c'est plus dur après. Tu risques de te blesser. Pour éviter justement de tirer un peu trop sur la couenne, de risquer la blessure, même avant de partir pour prendre le départ du Norseman, comment est-ce que tu te prépares à l'heure actuelle ? Les conséquences de ça pour le documentaire, je rebondirai juste après. Les conséquences de ça pour le documentaire, elles sont compliquées parce qu'en fait, donc je me suis intéressé à ça, j'ai démarché plusieurs personnes. En fait, le risque que la course n'ait pas lieu à cause d'une blessure est tel qu'il y a personne qui veut financer un documentaire comme ça. Donc très bien, si tu le réalises, si tu le montes, si tu le finances, si tu fais tout ça, puis après s'il est bien, qu'on te le prenne. Mais sinon, c'est extrêmement compliqué de trouver des gens qui disent ok, je mets 5 000, 10 000. Sachant que cette partie-là, j'ai pas forcément de contraintes. Moi, l'organisation, ils m'ont pas dit on veut un truc qui passe à la télé, quoi. Donc eux, ils ont fait, par exemple, cette année pour les 20 ans, ils viennent de faire un documentaire assez exceptionnel avec un budget énorme. L'organisation, ils m'avaient mis en rapport avec eux sur la partie sur la partie de Norvège. Donc le budget pour faire un documentaire de 23 minutes, qui est un peu le standard d'après eux sur ces choses-là. Eux, ils font 3 épisodes, ils font une série type Netflix là cette année. C'est 40 000 euros, quoi, par exemple, quoi. Voilà, quoi. Donc tu finances 40 000 euros, c'est très bien. Après pour le reste, voilà. Donc cette histoire de ne pas y participer finalement, de prendre tous les risques, voilà. Sur mon nom, évidemment, il y a personne qui veut se lancer. Moi, j'ai pas de cause humanitaire, je suis pas handicapé, j'ai pas à revendiquer quoi que ce soit. Moi, je fais ça pour moi, pour ma famille, pour mon plaisir. Donc, forcément, quand je raconte mon histoire, elle est banale, elle est simple. Quand je dis que t-shirt noir, bah non, t-shirt finir, voilà. Donc, c'est pas la même chose. Alors, certains m'ont dit, ça serait peut-être bien se mettre à 3-4 parce que ce serait peut-être plus intéressant d'avoir des gens qui jouent la gagne. Je dis oui, mais moi, c'est pas forcément mon histoire, mais c'est une autre histoire, quoi. Donc ce phénomène de pas se blesser, on le retrouve là aussi parce que indirectement ou directement, voilà. Donc les budgets pour faire un film comme ça, il y a tous les budgets, mais il y a surtout l'incapacité pour beaucoup de le produire sur ma personne et sur ce qui se passe, quoi. Donc pour revenir à ta question de la préparation de pas se blesser, moi j'ai un coach qui travaille d'ailleurs avec Nolio, hein, c'est dessus, donc je vois tous les graphiques qui en sortent. L'idée c'est de faire des choses assez simples, une progressivité, forcément, du volume plus que du volume en nombre d'heures. Une préparation sur des stages et de la montagne, puisque comme je t'ai dit, j'habite à Saint-Malo, donc c'est pas vraiment très vallonné, quoi. Voilà, donc. Et tu peux faire les montées des marches à Saint-Malo, non ? Alors pour la course, ouais, mais c'est surtout pour le vélo. Hein. Il y a quand même plus de 3000 mètres de dénivelé, donc voilà, donc il faut s'entraîner. Alors il y a des bonnes applications qui permettent de bosser, hein, de faire ça ou d'arriver à monter ce qu'on appelle les cales ici, hein, aller au bord de l'eau et puis remonter. Donc voilà, puis faire 1000 mètres de dénivelé en 50 km. Mais donc voilà, on a mis tout ça en place. J'ai pas de recette miracle. Il y a ce que je connais et puis je sais que dès que je vais dans le rouge, ça explose. Donc moi j'ai un coach, j'ai un protocole que j'ai mis au point avec un kiné qui me suit tous les 15 jours.
Voilà, donc là on est vraiment et ça depuis 2 ans déjà. Voilà, c'est un kiné spécialisé dans le sport et qui bosse avec Arkea. Et donc là tous les 15 jours, voilà, il y a des séances et on est plutôt dans le préventif. Et il me connaît bien, il me fait bosser. Donc ça m'a beaucoup aidé avec beaucoup de souplesse. Travail pour quelqu'un qui est raide comme moi, quoi. Et ensuite essayer d'appliquer les bases, une bonne nutrition. Je fais un test d'effort la semaine prochaine avec des cardio à Rennes. Je fais régulièrement un suivi de santé avec pas mal de prises de sang. Et puis je fais attention à ce que je mange. Voilà, tous ces éléments qui sont reconnus, retenus. Bien dormir, avoir pas boire ou peu ou pas souvent. Voilà, moi j'essaie d'appliquer tous les ingrédients qui sont censés, dans ce qu'on lit, qu'on entend, qu'on nous conseille, de bien fonctionner. Si tu prends l'exemple de quelqu'un comme moi, pour la nourriture, ce qui est préconisé, c'est de manger beaucoup de protéines, quoi. Voilà, pour la reconstruction du muscle, et tout est basé sur essayer de les faire durer le plus longtemps possible, voire d'en refabriquer des fibres, ainsi de suite. Donc j'essaye d'appliquer tout ça, mais ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, d'avoir me retrouver bloqué du dos un lumbago 3 jours avant une course. Et là c'est la fin du monde, quoi. Voilà. Et ça pourrait être la fin du monde. Voilà, j'en suis conscient. C'est tout un équilibre compliqué. Pas mal de recherches, pas mal de tests aussi, un peu en mode test and learn, mais en testant sur base de des recherches que tu peux faire. T'es accompagné par un kiné, t'es accompagné par un coach qui te prépare physiquement. Est-ce que t'as aussi un accompagnement en termes de préparation mentale, en termes de sommeil, en termes de nutrition, ou là c'est que du bon sens? Il y a pas très longtemps, on m'a proposé un coach mental, mais finalement, je crois qu'elle a eu peur de mon défi, quoi, parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait pas le faire avec moi. Bon, je te mettrai en relation avec quelqu'un si tu veux. J'espère. En fait, je lui ai demandé la question de savoir ce qu'elle allait m'apporter, et ça lui a pas plu, quoi. Donc je lui ai dit, mais vous allez m'apporter quoi, en fait? Donc je n'ai pas bien posé la question, donc elle s'est bloquée. Donc elle m'a renvoyé un mail après 1 heure d'entretien de me dire, je vais pas vous accompagner, je vous souhaite bon courage, mais ça je suis pas certain de vous aider. Pour la nutrition, moi je suis quelqu'un qui aime bien faire la cuisine et qui cuisine toute l'année pour tout le monde à la maison, donc je suis assez branché là-dessus, donc voilà, là-dessus je pense j'ai pas de problème de ce côté-là, pendant les courses, ainsi de suite. J'ai une marque de produits qui m'accompagne pour tout ce qui est boisson, ainsi de suite, quoi. Voilà, Hydrascore. En fait, mon partenaire principal, fringues et tout ça, c'est mon club, qui a bien voulu, c'est le triathlon Côte d'Emeraude de Saint-Malo, donc ils m'ont proposé de m'accompagner. Et en fait, je me suis basé sur des partenaires qu'ils ont comme Hydrascore, et puis je vais les voir. Bon, là-dessus, on arrive assez facilement, donc toutes les tenues, ça sera avec le club, donc j'essaye de voir ça. Mon idée, c'était de calculer l'empreinte carbone aussi de ça, qui est pas terrible. Donc j'essaye plutôt, là, depuis que j'ai calculé, j'ai travaillé avec des boîtes qui font ça, quoi. Donc bon, ils m'ont fait, c'est sûr, ça fait vite peur quand tu prends l'avion à 7-8 personnes pour y aller. Donc il va me falloir planter quelques arbres. Alors en fait, je suis en train de regarder si on peut compenser et comment compenser. Donc ma première idée, c'est quand même de travailler sans fabriquer forcément des choses. Donc je suis plutôt dans tout ce qui est recyclage. Partout où je peux recycler, je prends des choses qui vont se recycler. C'est pas pour une question de budget, parce que pour le coup c'était pas pour ça que ça a été fait, mais c'est si je fais déjà pas tout ce qui est d'occasion, ça marche pas du tout sur l'empreinte carbone. J'ai pas d'assos, j'ai pas de tout ça non plus, mais j'essaie de faire au minimum. Ça chiffre quand même pas mal, donc on va s'orienter là-dessus. Donc pour la nutrition, c'est plutôt moi. Pour le sommeil, j'essaye de lire et de voir. Pour ce qui est du plan, là j'ai décidé de tout déléguer à David, parce que sinon là je vais pas y arriver, quoi. Donc je lui dis, écoute, tu me fais un plan, on n'est pas d'accord, on discute, puis il me fait mon plan, puis je lui dis, écoute,
t'es là-dessus, t'as carte blanche comme je le connais depuis un moment, quoi. On est potes. Et c'est son job aussi, quoi. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui fait du tri à la Fédé, à Rennes, à côté de Rennes. Ça c'est mon environnement. Et après, c'est ce que je lis, ce que j'écoute, ce que j'entends, les podcasts. Je trouve toujours très intéressant de prendre des idées, d'écouter ce que les gens font, et puis d'essayer de tester. Voilà, moi je suis un amateur, hein, je suis pas un psychopathe de l'entraînement, je suis pas un psychopathe des datas, comme je le vois chez certains. Je fais ça pour finir mon projet, le faire comme je t'ai dit avec ma famille. Si j'arrive, ça sera fabuleux. Si j'arrive pas, voilà quoi. J'ai un job à côté, moi, donc c'est pas toute ma vie et puis c'est pas tout mon temps, quoi. Voilà, je bosse à fond aussi toute la journée, le week-end. Donc j'ai mes 3 pôles, hein, ma famille, mon sport, et puis voilà. Je suis très organisé. Entre midi et 2, boum, je pars. Puis qu'on fait plus des repas d'affaires, je suis avantagé parce qu'on peut aller nager et courir. Voilà, faut super s'organiser. Voilà, c'est souvent la base pour les entraînements. La routine, très important, la routine, parce que t'es pas motivé tous les jours, mais ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris dans le tri, hein. C'est si tu mets une routine en place, j'avais entendu ça, je sais plus par qui, un champion qui disait en fait t'es pas motivé tous les jours, c'est pas tout le temps marrant de faire 30 heures d'entraînement par semaine, hein, contrairement à ce qu'on voit sur les vidéos et tout ça. Mais pour y arriver, il faut une routine. Et c'est vrai que c'est la même chose dans le boulot, hein. Tu commences à 8h le matin, tu sais que c'est 8h, t'arrives pas à 9h, t'arrives pas à 7h, et puis tu sais que ça finit à 19h. Voilà, donc c'est des routines qui se mettent en place. Et pour le sport, ce sport d'endurance, à mon avis, c'est très important de maintenir cette routine et cette organisation. Voilà. Après, je pense que si j'avais plus de monde autour de moi, ça serait mieux peut-être. Mais j'ai pas le temps de faire tout ça, finalement. Voilà, un petit peu pour la mise en place. Alors, restons un petit peu sur l'entraînement. On en parlait un petit peu en off avant de lancer l'enregistrement. Ça représente quoi, à l'heure actuelle, un entraînement pour le Norseman ? Et est-ce que tu as déjà une vue avec David, ton entraîneur, sur ce à quoi ça va ressembler au fur et à mesure des mois, jusqu'au mois de juin, juillet ? Je pense que le pic sera en juillet, les 2 premières semaines de juillet. Et puis après, vous aurez une petite phase de tapering. Alors, moi, j'ai commencé l'entraînement en avril l'an dernier. Donc, essayer de structurer ça. On est sur des choses assez classiques. C'est 6 jours d'entraînement, 1 jour de repos. C'est souvent le lundi, mon jour de repos. C'est mon jour le plus dur au boulot. Puis le week-end avant. Donc, tu sais, on en a souvent parlé avec Olivier, hein, mais jour de repos sportif, ça doit être aussi jour de repos dans tous les sens du terme. C'est pas parce que t'es en repos sportif qu'il faut mettre les bouchées doubles au boulot. Ça doit être ça, mais bon, après, quand t'es impliqué dans ton boulot, que t'aimes bien ce que tu fais, c'est souvent un peu plus compliqué, quoi. Mais le lundi, c'est vrai que, en fait, c'est mon jour de repos parce que je peux pas m'entraîner le lundi en général. Donc ça correspond pas à ce que tu dis, c'est effectivement vrai, quoi. J'avais lu ça dans votre livre, quoi. Mais parce que je l'ai acheté pour ma fille, pour ma grande là, je lui dis j'arrive pas à la faire se mettre au triathlon, elle est plutôt douée et très très endurante. Mais donc je lui ai acheté le bouquin, je lui ai dit tiens, ça sera pour t'y mettre. Et quand tu voudras t'y mettre, tu seras prête. Tu auras toutes les infos qu'il faut dans ce livre. Donc tu parles du livre Devenir triathlète qu'on a coécrit avec Olivier. Ouais. Et donc c'est 6 jours par semaine, c'est 2 séances par sport en général. En fait, c'est monté comme ça. Plutôt une séance endurance, on va dire, et puis une séance un peu plus sur du tempo ou de la piste ou des choses comme ça. Voilà, c'est lui qui fait ça. Donc on monte globalement. Là, je suis un peu plus de 10 heures. L'idée, c'est de monter d'1 heure, 1 heure et demie tous les mois jusqu'en juillet. Avec les sorties longues dès qu'il va faire beau. Donc autre grande stratégie qu'il applique lui, c'est à peu près 50% du temps sur le vélo. Voilà, donc comme ça correspond quand même là-dessus. Normalement, je devrais faire le triathlon, de Luchon au mois de juin, qui est un triathlon avec beaucoup de dénivelé, qui est un L avec la montée du port de Balès et puis de super bannière, donc il y a plus de 2000 mètres de dénivelé. Donc ça sera le test event.
Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'originalité parce que David c'est un garçon extrêmement rigoureux, donc il est dans la progressivité. Là je fais plutôt du fond et puis un peu de vitesse, donc c'est sur la vitesse qu'on n'est pas d'accord parce que moi je lui dis toujours qu'il m'en faut pas trop, parce que toujours cette notion de rester en bonne santé, de pas s'abîmer. Et sur cette vision-là, on est sur des sorties à plus de 5 heures à partir du mois d'avril en vélo. C'est ce qui est le plus long. Là, je fais 2 séances, 1 heure et quart de piscine. Je fais 1 heure et demie de footing, de course en endurance, et puis une autre en séance rapide. Et je fais 3h30, 4 heures tous les week-ends en long sur la partie vélo. Et puis j'ai rajouté 20-30 minutes tous les soirs, un peu d'assouplissement. Que je compte pas dans mon entraînement là, mais qui en plus que j'essaye et qui permet de compenser pas mal au niveau colonne vertébrale, muscle, voilà. J'essaye de faire ça que je faisais pas avant et qui est très bénéfique. Tu les comptes pas dans ton entraînement, mais tu les mets dans nos lieux quand même, j'espère, pour que David puisse gérer la charge d'entraînement. Alors, comme c'est que des étirements, je les mets pas dedans, sinon il va croire que j'en fais trop et il va m'engueuler, parce que sa stratégie à lui, c'est de pas en faire trop maintenant pour pas être usé. Bon, moi je lui dis que j'ai pas l'impression d'être trop usé, voilà. Donc moi j'ai besoin d'être rassuré, et lui il me dit non, t'as pas besoin d'être rassuré, suis mon plan, ça ira. Moi j'ai besoin d'être rassuré parce que ça c'est plus simple que de cogiter. Hein. Quand tu te lances dans un truc comme ça, c'est voilà, tu travailles en pleine nuit, tu te dis voilà, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Qu'est-ce que je prépare? J'espère du coup que David n'écoutera pas le podcast, hein. Mais David, si tu nous écoutes, on te salue, on t'embrasse, si on peut se permettre. Et puis t'auras noté que ce n'est que des petits étirements, hein, que du stretching, que un peu de yoga. Donc ça rentre pas trop dans la charge de travail. Bah si, ça rentre, hein, quand même, mais t'inquiète. Bon, si ça peut te rassurer, quand je préparais mon défi de traversée de la France, c'est pareil. Hein. Moi, je disais à mon coach au début, on est light quand même. Hein. Je sais pas si je vais y arriver. Et il me disait si, t'inquiète pas, ça va monter en charge progressivement. Fais-moi confiance. Donc, je te le redis, Philippe, fais confiance à David. Alors, après, ça, c'est des choses qui ont évolué, parce que quand tu parles d'étirement, quand je joue au foot, on se tapait une séance d'étirement toujours après le sport, quoi. Une fois qu'on était bien chaud, là, on tirait bien sur les muscles, quoi. Et aujourd'hui, les étirements, c'est plutôt à froid, décaler des entraînements, c'est pas à la suite de l'entraînement. Voilà, donc ça sont des choses qui, je pense, ont beaucoup progressé dans l'approche. Et les entraîneurs, ils ont quand même s'il y a plein de façons de s'entraîner, ils ont quand même, pour quelqu'un comme moi qui cherche pas une performance exceptionnelle, pour avoir lu des plans d'entraînement, des bouquins là-dessus, je vois quand même que la progressivité est partout la même, que le temps à y passer est le plus important. Voilà, donc on est parti sur des bases de 20 heures ou plus haut. Voilà, c'est ce que je peux tenir déjà par rapport à ma vie de tous les jours, le job, hein. Donc 20 heures c'est énorme, ça veut dire que c'est le double d'aujourd'hui, parce que quand tu vas à la piscine, ça dure pas 1 heure, quoi. Voilà, il faut y aller, il faut se changer dans les vestiaires, il faut s'échauffer un peu à sec, il faut se mettre dans l'eau. Là, tu comptes 1 heure à partir du moment où tu te mets dans l'eau, 1 heure, 1 heure et quart. Et puis après, quand tu ressors, c'est pareil. Il faut s'étirer très rapidement, mais pas trop, eu égard notamment à ce que tu viens d'expliquer. Enfin bon, se détendre un peu sous la douche, passer dans les vestiaires, s'habiller, reprendre la voiture, repartir soit au bureau, soit à la maison. Donc, ouais, une séance d'1 heure et quart de piscine, c'est facile 2 heures, 2 heures et demie de temps, non pas perdu, mais de temps à consommer sur la journée. Et tu le dis, 20 heures d'entraînement par semaine, pour un amateur, c'est énorme, parce qu'en fait, en France, maintenant, on bosse 35 heures, mais avec les responsabilités que tu as, je pense que tu es plutôt sur 45, 50 heures par semaine. Donc 20 heures d'entraînement, c'est la moitié de ta semaine de travail. Il reste plus beaucoup de temps à côté pour récupérer, pour passer du temps avec la famille. Non, alors j'ai la chance, je bosse avec ma femme, donc je la vois tous les jours en même temps, et comme on est passionné par nos boulots, c'est plus simple. Là, c'est pas juste, elle gueule pas parce que le soir elle me voit pas, donc voilà. Mes gamins là, ils sont dans une période, j'ai une à Paris et tout, donc ça c'est plus simple. J'ai moins à m'occuper. Le grand, il a 20 ans, donc il est école de commerce, donc il profite un peu, donc voilà. Son père, s'il le voit pas trop, ça va. Mais ça fait beaucoup. Alors tu parles de piscine, t'as des gars qui à la piscine ils s'entraînent carrément en transition, hein, la vitesse où ils se déshabillent pas dans une cabine, ils
puis ils se déshabillent. Ouais, ils sortent du bassin, ils enfilent les pantalons et puis ils sortent du bassin, ils rentrent en courant, ils passent sous la douche, c'est moins de 2 minutes malgré le panneau, économiser l'eau, lui il en dépense pas quoi. Et puis il est reparti. Mais moi je fais pas tout à fait ça, mais au final ça prend beaucoup de temps tous ces aléas. Le plus rapide c'est quand tu rentres chez toi que tu fais un tapis de course, j'ai un tapis de course home trainer, voilà, en 3 minutes t'es changé, t'es dessus et puis tu fais 1 heure chrono et là en 1h10 t'as tout fait quoi, la douche comprise. Ouais, puis à la limite tu peux continuer à bosser en cuissard à la maison, c'est pas trop un problème, tu vas pas gêner tes collègues quoi. Ça se voit pas. Voilà, après c'est pour ça que ça doit être aussi extrêmement organisé dans le timing et puis répétitif parce que moi le mardi c'est natation, voilà, parce que au final ton esprit il est libéré. Eh ben il cogite pas. Sinon tu peux pas faire 20 heures. Déjà je sais pas comment je vais les caler. Alors il y a le mois de mai, ces périodes-là où il y a un peu plus de jours. Je sais qu'il faut que j'augmente le week-end. Les sorties longues, ça va être le week-end, donc là ça va, j'ai un peu plus de temps. Mais techniquement, dans la journée, quand tu fais le boulot et tout ça, c'est bon, voilà. Mais sans ça, alors moi le plus important, je suis pas sur l'aspect mental des choses, c'est-à-dire je crois pas que c'est juste parce que t'es extrêmement fort que je vais y arriver à faire un défi comme ça. J'y crois que je vais y arriver parce que je vais beaucoup m'entraîner, bien me préparer et mettre tous mes éléments de côté. Après je sais que mon mental il devra m'aider, mais j'ai déjà il y a un gars qui a tenté de faire ça il y a pas très longtemps là, avec Xavier Jourson, je sais pas si tu as suivi ce gars-là qui devait faire le Norseman. Il était DNF à la fin de la natation quoi. Mais quand tu vois son reportage et que t'entends que le gars, il a jamais nagé 4 km de sa vie, il a jamais fait plus de 100 km de vélo et qu'il a jamais fait plus de 20 km pour préparer une épreuve comme ça. Alors, je pense que le gars, c'est un warrior dans sa tête vu ce qu'il a fait avant et tout et qu'il pensait à ça. Mais c'est pas possible, quoi. On peut pas tout miser là sur le mental. Beaucoup disent, c'est le mental. Mais moi, je mise tout sur l'entraînement. Et puis, si ça le fait pas, peut-être que mon mental sera défaillant, mais au moins l'entraînement sera là. Ouais, non, mais je te suis complètement là-dessus. Mais le mental aide aussi. Je te mettrai en contact avec mon préparateur mental qui m'a aidé sur mon défi. Tu vas voir. C'est une brute. Enfin, c'est une brute dans le sens aussi sportive. C'est un gros coureur. Il sait ce que c'est que de faire du sport. Et d'ailleurs, il a produit un podcast qui s'appelle J'ai fini au mental. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire oui, il faut de l'entraînement. Déjà à la base, il faut un peu de talent. Ensuite, il faut travailler le talent avec l'entraînement. Et puis après, c'est le mental qui prend le relais ou qui termine. Après le talent, on n'est pas tous égaux dessus dans la dotation au départ. C'est voilà, et très loin d'ailleurs. Ah non, mais on n'est pas tous égaux dessus. Et comme j'ai toujours dit à mes enfants, c'est pas parce que tu as du talent que tu vas réussir. Le talent, ça se travaille et le talent sans travail n'est rien. Mais bon, je voulais venir aussi avec toi sur la partie financière. Justement, tu nous disais le coût de la production d'un reportage. Moi, pour la petite anecdote, je voulais faire un documentaire aussi sur mon défi. J'ai demandé à un pote qui m'a dit, je te fais un tarif d'amis, c'est 1 000 € la minute. Donc, quand on t'annonce 40, je comprends tout à fait. Pour un 23 minutes, tu vois, c'est dans l'ordre des choses. En plus, depuis, il y a eu l'inflation, ça a augmenté. Mais en dehors de ça, donc on a compris que c'est ta fille qui t'aide pour le documentaire. Mais en dehors de ça, comment est-ce que tu finances un projet comme ça avec les entraînements, le matériel, la nutrition, le voyage, et une fois que tu es sur place, le documentaire. Alors, il n'y a plus de pellicule, maintenant, tout est numérique, mais il faut quand même du matos. Donc, comment tu finances tout ça ? Alors déjà moi je finance tout, tout ce que je vais faire, je suis incapable de le financer si j'ai pas de financeur. Voilà, alors ça sera plus ou moins important, c'est pour ça que voilà 40 000 € c'est pas possible, mais donc la plupart des choses elles sont financées. Comment dire ça, j'ai la capacité à le faire, voilà, on va dire quoi. Et comme c'est mon projet, je l'ai intégré. Alors que sur les billets d'avion, la préparation, les inscriptions, le vélo, tout le matos, tout ça. Pour la partie documentaire, soit je vais bosser avec ma boîte, soit je vais l'auto-financer, quoi. Ça va dépendre de certaines choses. Je l'ai séquencé aussi dans le fonctionnement, c'est-à-dire que là, en fait, ce qu'il faut surtout pas faire, je vais peut-être dire ça comme ça et ça va peut-être pas plaire. Si tu demandes à une boîte de prod de financer, c'est ce que j'ai fait moi, ils te disent, voilà, ça coûte 40 000 €, c'est ça, vous occupez de rien, et puis vous faites ça. Après, dans la partie montage, il y a la partie réalisation des images. Voilà, et après on peut faire des choses très 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 différentes. Donc moi je pars à minima, ce que je peux financer c'est quoi ? C'est 10 000 € de budget. 10 000 € de budget c'est quoi ? C'est la partie
Je prends 2 caméramans, un drone, un à pied. Ils viennent sur place, ils font 5 jours avec moi. Pendant 5 jours, ils sont immergés, ils font des entretiens, ils font des choses. Et avec ça, ils font un stock d'images suffisant pour créer. Et avec 10 000 euros, c'est un budget pour être monté sur un film comme ça. Après, j'ai 15 000, 20 000, 30 000, 40 000. J'ai plein de devis là-dessus, quoi. Voilà. Donc moi, j'ai un peu basé ça là-dessus. Et donc cette partie à 10 000 euros, ben ça, je peux la financer. Je pense pouvoir faire mieux parce que je peux. Moi, je travaille pour une banque d'affaires, donc je suis dans un secteur où on peut trouver directement au niveau de mes boîtes, des entreprises qui m'emploient, voilà. Donc ça les intéresse de faire ça. L'idée, c'est un peu en attendant de savoir si je le mélange ou non, quoi. Voilà. Je peux être financé en partie, ou si je le fais ou si je le fais pas, quoi. Voilà. Par rapport à ce que je dois rendre après, vis-à-vis des entreprises. Donc, si je le fais, ça veut dire qu'il faut que je développe tout un tas de conférences ou d'animations derrière sur le lien entre le travail. Moi, je travaille pour une boîte aussi où on travaille avec des sportifs de haut niveau, sport conseil. Donc voilà. Alors, je suis pas certain encore de le faire. Voilà. J'ai le choix. J'ai le choix de le financer, j'ai la chance de pouvoir le faire, et où j'ai le choix de le faire financer par d'autres personnes en perdant un petit peu la main, quoi. Et c'est un peu ça que je suis pas certain d'avoir envie de faire ça. Voilà. Mais du coup, est-ce que tu as mis en ligne une cagnotte? Est-ce qu'il y en a qui peuvent t'aider s'ils souhaitent, avec des petits dons à droite à gauche, parce que 10 plus 10 plus 10, ça fait 1000, et puis 1000 plus 1000, on arrive à 10 000, etc., quoi. Alors, j'ai pas fait ça fait plusieurs fois qu'on me le demande. Dans mon esprit, ce que je faisais, j'avais pas trop envie de demander aux gens de le financer, quoi. Parce que je trouve pas ça extraordinaire déjà, donc voilà. Bon, mais peut-être que je le ferai parce que spontanément j'ai des gens qui m'ont proposé de le faire. Alors ça fait pas trop partie de mon éducation, voilà, de demander aux gens de financer le truc là. L'idée que j'ai évoquée tout à l'heure de dire c'est pas sûr qu'on arrive à le faire parce qu'on peut être blessé, c'est aussi un gros problème. C'est-à-dire que dès lors que tu acceptes pas mal de gens qui vont t'aider naturellement comme ça, financièrement, c'est possible, mais si après tu t'engages à faire des choses, tu perds un peu la mainmise là-dessus. Et puis surtout si ça se fait pas, après quelles sont les conséquences. Moi, c'est pas mon job, c'est pas mon métier, mais si tu prends une boîte de prod, normalement, faut la payer à 30% tout de suite, quoi. Voilà, quoi. Donc je vais peut-être faire ça. J'avais idée de le faire si j'arrivais à matérialiser la notion de taxe carbone zéro, voilà, arriver à faire ça, parce que ça je pense que ça peut être un bien commun de dire voilà, j'ai besoin de faire ça. Et ce que je n'arrive pas à faire, alors, peut-être que ça peut aider, mais ce que je n'arrive pas à faire, c'est de savoir comment je peux compenser. De toute façon, je vais prendre l'avion pour y aller, je vais pas y aller en voiture. Je pourrais y aller en voiture, mais c'est pas un caprice. Parce que si je commence à me taper 2500 bornes de bagnole pour y aller le jour avant la course, je suis pas certain que ça soit favorable pour y arriver. Donc j'ai quand même envie que ça se passe bien. Donc j'y vais en avion. Comme c'est la famille, on est déjà 5. David, il va venir en avion aussi. Il me dit ouais non mais si tu vas en voiture, on ira en voiture. Non mais je dis je vais pas y aller en voiture. Donc voilà, toute cette partie-là, comment je la compense? J'ai pas trouvé encore qu'est-ce qui pourrait faire que on puisse trouver des compensations en carbone pour arriver à faire ça, quoi. Et ça intéresse pas mal de gens qui, pour le coup, là, seraient prêts à dire, s'il faut faire ça, je suis d'accord pour le faire dans ce cadre-là, quoi. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, a du sens. Je disais tout à l'heure que je fais pas partie j'ai pas un combat de vie. Moi, j'ai pas d'assos, j'ai pas de choses exceptionnelles à défendre. Je ne le fais pas pour ça, cette course-là, comme certains peuvent le faire, et je trouve ça remarquable. Cette partie-là inhérente à ce qu'on vit aujourd'hui, là, oui, elle m'intéresse dans le lien avec mes enfants, elle m'intéresse au quotidien, elle m'intéresse parce que quand t'as mon âge, t'as voyagé, tu t'es pas privé de tout ça, t'as fait tout ça, puis aujourd'hui, si on continue à vivre comme ça, c'est pas possible, tout simplement. Et quand t'as des enfants, tu penses à eux et tu prends conscience des choses dans la vie aussi. Voilà, c'est comme le capital physique, hein. Moi, j'avais qu'une chose à dire, c'est faites du sport toute votre vie pour être en bonne santé. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Chacun à son niveau, chacun avec ses appétences, chacun avec ses envies, sur le type de sport qu'on veut. Éviter des sports trop destructifs, c'est ce que j'ai fait avec mes enfants. Voilà, il y a des sports qui sont quand même compliqués à séquelles, hein, puis il y en a d'autres qui sont bons. Si tu mets tes enfants à la natation quand ils ont 5 ans, ils seront pas trop blessés à 20 ans, ils auront plein d'aptitudes. Voilà, c'est des bons sports aussi.
Bon, voilà, donc si on en fait tout le temps, c'est mieux. Je pense qu'on a fait un bon tour là sur la partie présentation du bonhomme, du projet, du défi, de la motivation qu'il y a derrière. On en parlait un peu en off. C'était même toi qui était à l'initiative non seulement de notre rencontre, de notre échange, mais aussi de cette idée de série. Ce que je te propose, c'est peut-être qu'on refasse un point courant mars déjà, voir un peu comment est-ce que tu évolues dans ta préparation. Et puis après, on se refera un point en juin, justement quand tu seras sur la fin là, quand tu auras les dents longues et puis que tu trépigneras d'impatience de prendre le départ. Et puis on verra comment ça se passe en termes d'agenda, de calendrier pour toi, si on peut pas faire une prise aussi depuis le lieu du départ du Norseman. Et évidemment, on fera un débrief à la fin. Est-ce que ça te va comme programme? C'est super. J'espère que ça intéressera des gens qui, sans prétention, trouveront des choses des envies à faire, passer du bon temps avec un podcast dans les oreilles pendant qu'ils font du sport. Moi, je trouve ça super. Puis surtout de le faire sur place en préambule, comme ça me paraissait intéressant de te le proposer, quoi. Voilà. Prenons date. Dernière question pour toi, Philippe. Où est-ce qu'on peut justement te suivre tes aventures sur Insta, sur LinkedIn, sur un site? Raconte-nous tout. J'ai un Instagram où j'essaye de faire quelques posts pour suivre mon entraînement, surtout. Voilà, c'est surtout ça que je fais. Donc, je te donnerai le Philippe.Norseman, voilà, je te donnerai ça, c'est celui que je t'ai envoyé déjà quand on s'est voilà. Et puis j'ai un lien sur Facebook. Je suis pas ultra actif là-dessus. Instagram, c'est Instagram et Facebook, je produis, et après j'ai un nombre considérable de followers puisque j'en ai 152 aujourd'hui. Donc je dois à peu près tous les connaître. Donc si les gens trouvent que c'est intéressant de suivre, voilà. Là, après il y a tous ceux qui participent aussi, qui peut être tous ceux qui vont faire le Norseman 2024, les Français là. Ce groupe est assez sympa. C'est vraiment il y a vraiment un truc sympa qui est mis en place pour aider ces gens-là par un gars qui s'appelle Brice, qui fait ça de façon super bénévole. C'est assez sympa. Pour l'épisode peut-être du mois de mars, au-delà de faire un suivi de toi, ta préparation et ta motivation, on pourrait peut-être se dire qu'on se fait un épisode avec les autres Français qui vont participer au Norseman. S'ils ont envie, on se fait une visio à 5, 6, 10 et puis à tour de rôle, chacun nous raconte un petit peu où est-ce qu'il en est dans sa préparation. On fera pas non plus un épisode de 10 heures, hein, c'est pas l'objectif, mais ça peut être sympa comme projet dans le cadre du suivi de ta préparation à toi et des autres Français qui seront présents. Bah écoute, avec plaisir, parce qu'ils sont tous aussi avec des niveaux différents, des histoires différentes, des envies différentes. Donc ouais, je peux organiser ça peut être très sympa. Très sympa, il y a des garçons, il y a des filles, il y a tout âge, il y en a un qui peut être dans les 3 premiers, il y en a d'autres qui finiront, avec plaisir, je leur proposerai et puis on verra comment ça fonctionne. Sur ce, je te souhaite une bonne continuation. Je mettrai dans les notes de l'épisode les liens pour pouvoir justement te suivre et t'accompagner. Puis tu disais, tu as un nombre impressionnant de followers sur Insta, 152 aujourd'hui. Vous êtes à peu près 15 000 avec ce podcast. Donc s'il vous plaît, tous, rendez-vous sur le compte Insta de Philippe. On va l'aider à se motiver et à aller au bout de ce défi, mais toute raison gardée, sans se blesser, n'est-ce pas ? Absolument, c'est le plus important, la santé, en période de janvier. Merci beaucoup, Hermano. À bientôt, ciao. Allez, merci, à bientôt, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.